D'accord. Bon, bonjour tout le monde, à toute l'audience qui affiche un grand intérêt pour cette thématique de jumeaux numériques, qui est une thématique qui fait l'actualité. Donc, beaucoup de monde en parle. Donc, cet atelier, ce premier atelier d'une série d'un certain nombre d'ateliers vient clarifier la question autour du concept parce que il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de termes qui entrent en jeu, beaucoup de relations avec ce qui existe déjà comme infrastructure technologique. Et ça mérite vraiment d'être clarifié et que les aspects par rapport à l'information géospatiale soient aussi abordés. Je saisis l'occasion pour remercier donc le Bureau des relations, dans le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec pour le financement de ce projet de partenariat Maroc-Québec sur les jumeaux numériques. Et je saisis l'occasion pour remercier mes collègues Thierry et Charles pour les efforts dans le montage de cette collaboration. Je demanderai à l'audience aussi de rester accrochée pour les futurs ateliers qui seront beaucoup plus pointus sur les thématiques. Et j'espère que cet atelier-là soit bénéfique pour un peu baliser le terrain par rapport à la compréhension des différentes thématiques à venir. Voilà, donc ma présentation, il porte sur les sources de données, les standards, dans la continuité de ce qu'a présenté Thierry, donc sur les concepts de base. Je vais un peu donc faire un tour sur les sources de données potentielles pour la construction de jeux numériques et les standards qui entrent en jeu. Alors, dans ma présentation, donc, je vais un peu revenir sur le concept, donc, sans vous ennuyer encore par les définitions, parce que mon collègue, donc Thierry, il a fait une belle introduction du concept et ses relations avec les autres technologies. Donc, c'est très apprécié et donc, ça permet de voir un peu, de se positionner par rapport à tout un package de concepts. Et voilà, donc, je reviendrai juste sur le terme et regard de la thématique urbaine et de sa relation avec le développement durable et les villes intelligentes. Donc, toujours dans la connexion avec ce concept avec les autres technologies, notamment le BIM et les SIM, parce que, comme j'ai dit au départ, il y a beaucoup de confusion et d'incompréhension. Et là aussi, j'évoquerai le terme GeoBIM qui a été aussi soulevé dans la présentation de Thierry dans les questions. Donc, ça mérite à ce que les concepts soient analysés pour un peu voir les différentes connexions. Je traiterai par la suite donc les différentes sources de données pour la construction de jumeaux numériques urbains ainsi que les standards. Alors, comme je viens de souligner, la notion de jumeaux numériques urbains, pardon. Donc, la notion de jumeaux numériques urbains, c'est une révolution technologique qui trouve place dans les enjeux du développement durable. Alors, comme vous le savez, donc, il y a, donc, par rapport au développement durable, donc, il y a plusieurs objectifs qui sont tracés, parmi lesquels l'objectif, donc le développement durable 11, qui vise des villes résilientes, intelligentes et durables. Alors, le principe, c'est que donc, dans le cadre de ce développement durable, des villes donc, numériques sont appelées à se réfléchir, à se planifier d'une manière intelligente pour assurer une meilleure qualité de vie pour les citoyens. C'est vrai qu'il y a depuis longtemps des modèles numériques de villes sont développés et qui traitent des thématiques de développement durable, donc des modèles de villes donc pour la gestion de la question énergétique, pour la gestion de la mobilité, etc. Donc, il y a des applications qui existent déjà. Mais le jumeau numérique, c'est un concept qui vient offrir une architecture qui est d'abord technologique parce que il assure une connexion entre différentes technologies pour produire une réplique du monde réel
et fournir une réplique virtuelle, donc ce qu'on appelle le twin ou bien le monde virtuel. Ce qui change par rapport à une modélisation, donc pour passer du monde réel à un monde numérique, c'est cette notion de fusion entre les deux mondes. La fusion, il trouve place dans le fait que il y a donc tout ce qui est modélisation, intégration de données dynamiques, et ça c'est un aspect qui est indispensable dans le concept du jumeau numérique. On ne peut en parler que lorsque on a de la donnée dynamique qui est collectée depuis le monde réel d'une manière continue et qui soit à jour. Donc, il y a cet aspect caption, donc capture de la réalité aussi, intégration de données numériques. Et en même temps, il y a un ensemble de processus qui sont développés qui visent à commander ou bien actionner le monde réel. Donc, cette fusion, il produit une infrastructure à la fois technologique et fonctionnelle pour permettre une modélisation numérique et en même temps une gestion dynamique, donc pour que le monde réel soit aussi dynamisé à travers des processus et des actions qui sont programmées dans le modèle digital. Donc, comme j'ai dit, le jumeau numérique urbain répond pleinement à ces enjeux de développement durable parce que donc il y a cette notion d'action sur le monde physique qui est très importante. Alors, quand on parle aussi de jumeaux numériques, il y a l'aspect multi-application qu'il faut évoquer parce que donc, dans les expériences qui se développent à l'international, on voit beaucoup de déclinaisons de jumeaux numériques qui sont orientées application. Alors, donc la base, c'est qu'il y a dans le monde physique un ensemble d'entités, de processus et de systèmes. Donc ça, c'est la composante physique réelle, mais que ces entités, processus et systèmes sont collectées, donc il y a un certain nombre de données massives qui sont collectées, et c'est ça qui fait le challenge pour le jumeau numérique. Donc il faut que la donnée soit riche sémantiquement, que soit représentée d'une manière géométrique précise, et que dans la version numérique ou bien la réplique numérique de ce monde physique, il y a un certain nombre de modèles qui sont développés et aussi des applications. Et là, quand on parle d'application, donc il y a donc différents intérêts qui viennent du fait que la thématique, donc l'intérêt que portent par exemple les acteurs publics sur le concept du jumeau numérique n'est pas le même lorsqu'on parle par exemple de partenaires, de professionnels dans le monde privé. Alors, le concept d'application suppose qu'il y ait une conception préalable et une identification de besoins du jumeau numérique. Parce que, donc, il y a des applications à l'échelle urbaine, gestion urbaine de la ville, qui permettent, par exemple, de simuler les inondations, par exemple, dans un environnement urbain, simuler, par exemple, faire des analyses de visibilité, le taux de propagation de bruit, la simulation, par exemple, du potentiel solaire dans les bâtiments. Toutes ces applications existent déjà avec des modèles numériques de ville, mais l'intérêt avec le jumeau numérique, c'est que donc la donnée soit collectée d'une manière dynamique et qu'il y a l'aspect prédiction et prévention. Donc, cette question d'application, elle est très importante et dans les expériences actuelles, il y a beaucoup de déclinaisons qui ont essayé d'approcher un peu le concept et ça justifie le fait que beaucoup d'organismes à l'international essaient de faire des sortes de proof of concept, des expériences d'études de faisabilité pour certaines applications. Et là, je soulève que la question énergétique, par exemple, elle a été très bien abordée dans les expériences de jumeaux numériques qui sont développées à l'international. Aussi, quand on parle de jumeaux numériques, il y a la notion de l'échelle. Donc, c'est un concept qui est multiniveau. Et là, on sait que donc, la ville, c'est un espace qui est complexe, très riche. Il y a beaucoup d'objets urbains. Il y a donc tout ce qui est terrain, tout ce qui est bâtiments, infrastructures, réseaux et toutes les installations de la ville qui entreprennent un ensemble de relations. Et dépendamment des applications, les échelles donc de développement du jumeau numérique sont à définir. Parce que quand on parle de jumeau numérique,
urbain. Donc, on peut le développer à l'échelle d'une ville ou bien à l'échelle d'un quartier. Et on peut parler aussi de jumeaux numériques de bâtiments, d'autres ouvrages ou de certains systèmes. Et là, donc, ça dépend de l'intérêt que chacun porte sur la thématique. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc les agences de, de développement urbain, les organismes publics, donc ils ont un regard beaucoup plus urbain-ville parce qu'ils s'intéressent beaucoup à la gestion urbaine, à la gestion dynamique de la ville. Un acteur privé, par exemple, peut être intéressé à un système particulier, donc en faisant une échelle plus zoomée. Donc, on peut parler, par exemple, d'un jumeau numérique pour une gare routière, pour une station d'essence, ou bien pour une serre agricole. Donc, chacun définit son échelle pour la réalisation du jumeau numérique. Et là, si on essaie de regarder le concept du point de vue, par exemple, aller à une échelle nationale, à mon sens, il faut, vu que voilà, la thématique maintenant, il intéresse beaucoup plus d'acteurs, donc on va se retrouver avec beaucoup d'exemples de jumeaux numériques, mais ça mérite qu'il y ait une réflexion sur cette architecture, donc pour aller vers des infrastructures à l'échelle nationale et essayer de garantir cette connexion entre les différents jumeaux numériques appliqués à différentes échelles, par exemple les bâtiments, les différents systèmes, les installations, etc. Et cela, là, ça renvoie un peu au concept d'infrastructure de données spatiales qui donc définit les différentes couches d'information d'une manière connectée et que l'approche soit gérée moyennant donc une réflexion sur les protocoles, les standards et la législation autour. Donc, je pense que si avec les niveaux de développement et les échelles avec lesquelles on adresse la thématique du jumeau numérique, la connexion entre les différents niveaux développés mérite vraiment d'être étudié et réfléchi à une échelle beaucoup plus conceptuelle avant donc de parler de l'aspect technique. Pour ce qui est des niveaux de maturité, on parle toujours lorsqu'il y a une technologie qui se met en place, le niveau de maturité, il est très important parce qu'on remarque actuellement beaucoup d'acteurs, il y a cette incompréhension et un mélange parfois entre modèle numérique de ville et jumeaux numériques et beaucoup d'acteurs essaient par exemple de renommer leur application modèle de ville en jumeaux numériques. Bon, c'est un terme qui est un peu à la mode et qu'il y a un certain engouement pour s'approprier le terme. Mais donc, si on essaie de poser les concepts donc, et leur donner leur juste valeur, donc la première façon de voir donc cette réplique numérique du modèle physique, c'est lorsque nous avons un modèle de données. Donc ici, c'est un exercice, donc c'est la figure de gauche. Donc c'est un exercice de modélisation dans lequel il y a un flux informationnel entre le monde physique et le donc le modèle numérique, mais qui n'est pas forcément automatique. Donc, il y a donc une acquisition de la donnée, il y a des prises de décision qui sont exécutées donc, au niveau du monde physique, mais donc les choses ne sont pas garanties d'une manière automatique. Le deuxième niveau, c'est lorsqu'on parle de shadow. Donc, donc on est dans la réplique numérique de l'objet ou bien du système physique, mais l'automatisme, il est beaucoup plus vers l'intégration de la donnée, mais pas donc au niveau de la prise de décision ou bien de l'action sur le monde physique. Le troisième niveau, c'est le niveau vraiment dans lequel on parle de niveau de digital twin. C'est là quand la collecte de la donnée et aussi la prise de décision, l'interaction, la prédiction, elle est garantie dans les deux sens, mais d'une manière automatique. C'est ça qui donne le vrai sens du jumeau numérique qui évolue d'une simple modélisation mise à jour vers une réplique numérique qui est dynamique, interactive, prédictive. Donc, mais
de façon à garantir un peu l'appropriation du concept. Donc, il y a une certaine tolérance par rapport au développement jusqu'à atteindre donc un niveau de maturité avancé qui traite l'aspect dynamique et la mise à jour automatique. Alors, donc ceci, bon, j'ai essayé de voir un peu donc, certains aspects de jumeaux numériques. Et comme j'ai dit, donc c'est un concept technologique qui prend de l'épaisseur dans différentes thématiques, mais pour lequel il y a déjà donc des technologies qui sont matures, suffisamment matures, mais sachant que c'est avec beaucoup de défis qui entrent en jeu. Et là, donc, c'est important de voir quelle est la relation avec le Digital Twin et les deux technologies principalement du Building Information Modeling, le BIM, et le City Information Modeling, qui est le CIM. Alors, si on fait une première vue des trois concepts, alors le CIM, donc le City Information Modeling, il est beaucoup plus axé sur une modélisation 3D qui est géométrique, sémantique et qui s'applique à l'échelle de la ville. Alors, cities, donc c'est villes. La sémantique ici, elle est très importante parce qu'avec un modèle 3D d'une ville ou bien d'un quartier urbain, donc il est indispensable d'associer de la donnée sémantique. Donc, et ça dépend de l'application, du contexte d'usage, qui soit suffisamment riche pour pouvoir faire des analyses et des simulations. Ça, c'est un aspect important. Et la sémantisation des modèles 3D urbains, c'est un axe qui est de recherche qui est très actif. L'aspect géométrique, il est important, mais pour lequel il y a différentes précisions, différents niveaux de détail en fonction de l'application. Donc, il y a des applications qui requièrent un niveau de détail basique. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, des impacts de projets sur l'environnement urbain, mais vers des applications qui requièrent un niveau de détail très avancé pour lesquelles, donc, on a des simulations beaucoup plus poussées en termes de précision géométrique et sémantique. Pour ce qui est du BIM, donc, qui est un concept introduit au niveau de l'ingénierie de la construction, donc c'est une modélisation 3D beaucoup plus bâtiment. Donc, le concept a été développé à la base pour le bâtiment, mais étendu pour intégrer d'autres projets d'infrastructures comme donc, les ponts, les tunnels, etc., les ouvrages d'une manière générale, qui est aussi une modélisation géométrique avec beaucoup de détails sur l'intérieur du bâtiment, question qui n'est pas requise dans le CIM. Sémantique importante parce que la maquette qui supporte donc un processus de management d'un projet BIM, il est censé intégrer une base de données riche du bâtiment, sans laquelle il est inconcevable de faire des analyses de l'ingénierie de la construction, mais c'est une modélisation aussi qui est fonctionnelle parce que dans le BIM, on s'intéresse à l'élément d'un bâtiment qui a une fonction et que cette analyse fonctionnelle du bâtiment, il est indispensable pour l'approche BIM et c'est un concept, comme j'ai dit, qui s'applique pour l'échelle du bâtiment. Alors, quand on passe au niveau numérique, c'est au-delà de la modélisation, c'est une réplique numérique, dynamique, interactive, prédictive, mais qui s'applique à une échelle urbaine, quand on parle de jumeaux numériques urbains. Donc, on voit déjà que l'échelle, elle est beaucoup plus grande, mais l'enjeu de l'aspect dynamique, c'est ça qui fait la différence, par exemple, avec un site. Si on essaie donc de zoomer un peu plus loin pour voir un peu les différentes relations entre les concepts. Alors, comme j'ai dit, donc, le BIM, il a été introduit pour assurer une économie de la construction, pour une optimisation des coûts, des délais et pour aussi instaurer des aspects de management de projet, surtout lorsqu'il s'agit de projets complexes pour lesquels donc, il faut une approche de gestion et de management. C'est une technologie basée sur la modélisation. Donc, la maquette BIM, elle est au centre du processus et c'est une maquette qui peut supporter des simulations, des analyses de coûts, de surface, etc. Mais qui a aussi, donc dans le BIM, donc on a cette simulation qui se fait à l'intérieur d'un environnement BIM, mais on a aussi intégré le BIM dans un concept SIG, et il y a moyen de faire une simulation
dans le cadre de ce qu'on appelle ce concept de GeoBIM qui fait la convergence du BIM avec l'environnement physique. Donc, ceci est important parce que pour l'industrie de la construction, donc le référencement spatial de la maquette n'est pas un prérequis parce qu'on peut réaliser un projet BIM donc, en travaillant d'une manière locale, mais quand les analyses, donc on veut étudier l'impact du BIM sur son environnement géographique, donc on passe à des simulations cycles et c'est là où on parle de l'intégration BIM ici pour les simulations à l'échelle de bâtiments. Dans le cadre de BIM aussi, donc on a des expériences qui intègrent des capteurs IoT, par exemple dans les bâtiments, et qui permettent de faire du monitoring. Et c'est là où on voit un peu de rétrécissement de gap entre le BIM et le Digital Twin, dans le sens où l'intégration, par exemple, de capteurs de température et d'humidité dans les bâtiments et la possibilité d'afficher les différentes informations d'une manière dynamique, ça approche un peu le concept du jumeau numérique, mais l'aspect dynamique, action sur le monde physique, c'est ça qui fait la différence. Et le BIM pour évoluer, par exemple, si par exemple l'intérêt du BIM dans l'ingénierie du Digital Twin, pardon, dans l'ingénierie de la construction, il faut ajouter cette dimension action sur le bâtiment. Ça veut dire il ne suffit pas d'afficher les informations capteurs d'une manière dynamique, mais l'enjeu est vraiment de commander le bâtiment, de faire ce monitoring, par exemple une action sur l'extinction d'un chauffage lorsque par exemple la température atteint un certain seuil. Ça c'est important pour parler d'un vrai Digital Twin pour l'ingénierie de la construction. Alors, pour ce qui est du CIM, donc, comme je l'ai évoqué précédemment, donc le CIM, c'est une modélisation de la ville d'une manière géométrique et sémantique pour laquelle on applique une certaine généralisation parce que ça demande donc une sélection parce que l'espace urbain est complexe et dépendamment des enjeux applicatifs du CIM, donc il y a une certaine sélection des objets et des détails requis avec une structuration de la donnée parce que donc l'association d'une base de données à un SIM, un modèle de ville, permet de garantir cet aspect simulation, analyse à tout moment et pour sortir un peu du cadre de visualisation et passer à l'analyse. Les modèles donc SIM doivent être aussi constamment mis à jour pour permettre d'assurer et de garantir cette gestion urbaine de la ville. Alors, qu'ajouterait l'aspect Digital Twin? Donc, il peut être vu comme une extension du SIM. D'abord, du point de vue informationnel, parce que donc, avec le SIM, avec le Digital Twin, donc, il faut associer un certain nombre d'attributs et de propriétés parce que l'aspect dynamique, il est très important. Donc, il faut plus de données. Donc, ici, un enrichissement sémantique important en termes d'attributs et de propriétés et aussi un point de vue fonctionnel parce qu'on est censé commander ce monde physique et permettre d'injecter des actions et des prises de décision. De là, cela suppose qu'il faut gérer plus de relations et de processus. Et là, quand on parle de SIM et Digital Twin, donc même en adressant la question à des utilisateurs, des professionnels, il n'y a pas un consensus clair sur les différences entre le SIM et les Digital Twin, et il y a différentes approches. Donc, il y a une bonne partie des utilisateurs qui considèrent le SIM comme un input du Digital Twin. Ça veut dire qu'on peut construire un Digital Twin sur la base de modèles urbains déjà développés donc, et alimentés par des données dynamiques, essayer d'assurer cette action sur le monde physique. Et certains utilisateurs, certains acteurs dans le Digital Twin considèrent que le Digital Twin est une spécialisation du SIM. Et ça, c'est une approche qui est vue lorsqu'on parle du cadre applicatif. Donc, quand on développe une application digitale, on considère que c'est une application Digital Twin qui fait une certaine spécialisation du SIM et considère que le SIM, c'est un terme générique et que la spécialité, elle est Digital Twin. Donc, à vrai dire, il n'y a pas un consensus clair sur les différents concepts, etc. Et comme j'ai dit, beaucoup d'applications sont nommées SIM ou Digital Twin. Donc, chaque utilisateur donc, perçoit la question du Digital Twin au regard donc, des besoins. Bon, moi, j'ai essayé de dresser
en fait, un certain point de vue dedans sur les relations entre les différents concepts. Alors, quand on parle de digital twin, donc il y a une question importante qui se pose, c'est la construction du digital twin. Comment, si par exemple on veut construire un modèle numérique de ville, quelles seraient donc les sources de données, les modèles de données potentiels pour leur construction? Alors, donc pour construire un digital twin, donc on doit penser un peu à la base, quels sont les prérequis, quels sont les composants du digital twin. Et quand on parle prérequis, donc on se rattache au concept pour intégrer l'aspect dynamique. Donc, bien sûr, les jumeaux numériques donc, sont constitués sur la base de modèles 3D de ville sémantique. Donc, le SIM, ici, donc l'approche SIM comme input du digital twin, elle est largement adoptée. Des modèles BIM aussi qui constituent des socles importants pour les digital twins parce que dans la ville, donc on s'intéresse aux bâtiments, la construction, mais avec des niveaux d'intérêt différents parce que dans une ville, on peut considérer les bâtiments résidentiels comme des bâtiments standards pour lesquels intégrer un niveau de détail moyen, mais pour certains sites remarquables, le bâtiment d'intérêt comme les bâtiments historiques, donc on s'intéresse à des maquettes BIM plus détaillées parce que les simulations à l'intérieur du bâtiment sont essentielles. Aussi comme composant les données capteurs et les données historiques, donc c'est ça qui donne cet aspect dynamique au digital twin. Sans oublier qu'avec le digital twin, il faut être capable d'assurer un certain nombre d'analyses et de simulations, beaucoup plus que dans le cadre du SIM. Donc ici, il y a beaucoup de données massives qui sont intégrées, données statiques et dynamiques, et ça, le challenge est de vraiment assurer cette simulation et l'analyse de données multisources. Une dimension qui est très importante, qui fait un peu donc, la base, le cœur du jumeau numérique, c'est que la mise à jour, donc il faut penser l'approche de mise à jour continue avec les données du jumeau physique pour garantir cette action puisque donc on s'intéresse à l'aspect prédictif, préventif, lorsqu'on parle par exemple de risque, gestion de risque dans les espaces urbains. Donc ici, la mise à jour, donc il est primordial. Et bien sûr, donc le lien bidirectionnel, donc qui est à assurer entre les deux mondes. Alors, quand on parle de technologie, du digital twin. Là, donc le digital twin s'intègre, donc se présente comme un aspect, un concept novateur dans la gestion de ville, mais qui fait appel à une panoplie de technologies. Donc, il y a tout un package de technologies qu'il faut gérer au sein du digital twin. Donc, ce n'est pas un concept dans lequel on va commencer depuis from scratch, mais il faut bâtir sur les différentes technologies qui existent et essayer d'en tirer profit. Il y a des technologies de capture de la réalité 3D. Donc, le digital twin doit se baser sur des techniques d'acquisition de données pour le SIM et le BIM. L'IoT et le 5G, donc ça, c'est deux technologies importantes pour la gestion de données dynamiques. Les logiciels de simulation, donc ça, c'est important à développer pour le digital twin et ça va dépendre aussi du cadre, donc de l'aspect applicatif du digital twin. Donc, si c'est à l'échelle urbaine, donc il y a beaucoup de pays maintenant qui intègrent des simulations de différentes natures dans l'espace urbain, que ce soit la mobilité, la gestion énergétique, le climat urbain, etc. Aussi, comme aspect technologique, il y a tout ce qui est visualisation, donc que ce soit à travers le web ou bien avec les techniques de réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc ça, c'est un aspect de visualisation important qu'il faut développer pour permettre à l'utilisateur lambda, par exemple, de visualiser les différents aspects de la ville. Donc, c'est important de le garder. Et là, donc, ça permet de tirer profit de tous les développements connus au niveau des réalités, donc les technologies immersives. Et bien sûr, quand on parle de jumeaux numériques, il y a de la big data, il y a tout ce qui est données massives. Il faut faire appel aux algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning et data analytics pour approcher, pour adresser cet aspect massif des données et aussi cet aspect de données hétérogènes. Alors, donc, il y a
le côté package technologique, mais il faut penser les digital twins avec une certaine architecture technologique importante. Alors, le premier aspect, c'est l'acquisition, l'intégration de la donnée qui est très importante parce que soit qu'on se positionne dans un niveau d'acquisition de la donnée quand il s'agit d'acquérir de nouvelles données, par exemple pour enrichir les modèles existants, ou bien qu'il s'agit d'une question d'intégration de données. Et là, donc, il y a toute une panoplie de sources de données, il y a les photos, les orthophotos, les nuages de points, donc les bases de données qui existent, donc les maquettes BIM, des fichiers externes, par exemple, des bases de données cadastrales. Il y a toute une panoplie de données pour lesquelles il faut penser une intégration. Donc, on est soit dans le cas de l'acquisition, ou bien l'acquisition pour l'enrichissement mise à jour, mais aussi un exercice d'intégration. Et là, c'est un aspect très important de recherche dans tout ce qui est jumeaux numériques. La modélisation, elle est très importante, donc selon les standards. Et ici, quand on parle de l'urbain, donc il faut penser quels sont les standards. Et là, je vais y revenir dans la dernière partie de cette présentation. Donc, les données doivent être standardisées selon les standards urbains. Et quand on parle de la modélisation ici, dans certaines applications, donc on requiert un certain niveau de détail qui est très important. Et là, il faut développer des modèles donc, selon un maillage qui vont permettre aussi d'assurer cette précision géométrique des modèles urbains. Le stockage, il est très important dans le sens où la donnée doit être stockée dans des bases de données. Donc, il y a tout un ensemble de bases de données open source ou bien des bases de données propriétaires. Il y a la TID City Database, donc qui est une base de données open source pour CityGML. Il y a un encodage des données selon Citizen, par exemple. Donc, tout ça, c'est une structure de stockage qu'il faut penser. Et bien sûr, il y a des plateformes de visualisation, de tuilage de la donnée, parce que c'est important de maintenir cette optimisation de la gestion et ce streaming de la donnée, parce que c'est des données massives pour lesquelles donc, il faut des approches de gestion et même cette gestion dynamique à la volée des niveaux de détail au niveau de la visualisation est très important. Alors, quand on développe une architecture qui tient compte de la modélisation et du stockage dans des bases de données, qui soient interopérables et pour lesquels, bien sûr, donc, il faut intégrer tout ce qui est données capteurs. Il y a à côté tout un ensemble d'outils ETL, par exemple, qui permettent l'export, comme EFIMI, qui est un outil qui est largement utilisé et qui permet, par exemple, d'exporter de la donnée pour assurer des analyses et des simulations à l'échelle urbaine. Et là, à côté, il y a un certain nombre d'ADE, d'extensions de CityGML, d'applications qui peuvent être développées, donc soit en interne dans la plateforme jumeau numérique ou bien qui requièrent un export vers des logiciels appropriés, donc des applications, par exemple la gestion donc la simulation de bruit, la planification urbaine, etc. Et donc, à côté des analyses et simulations, donc il faut développer un cadre applicatif du jumeau numérique sous forme de géoportail, de viewer, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui sont développés à travers le monde et qui permettent, par exemple, de consulter donc, des informations sur les bâtiments, lancer des simulations et des viewers essais qui font la connexion avec tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, comme vous voyez, c'est un concept qui déjà puise dans les différentes technologies qui existent déjà, mais pour lequel donc, il y a un ajout de challenge, de structuration, de gestion de la donnée massive et aussi de développement d'applications intégrées. Pour les objets urbains, donc quand on parle de jumeaux numériques et quand on adresse la question urbaine, ici, donc, la ville, il est très complexe. Il y a différents objets urbains à considérer, surtout qu'il y a des thématiques dans lesquelles il faut gérer les différentes relations entre les objets. Donc, généralement, on s'intéresse à des thématiques, donc à des objets urbains de différentes natures parce qu'il y a des interrelations, donc il y a les bâtiments, les sites remarquables, tout ce qui est terrain, l'infrastructure routière, les ponts, les réseaux, etc., les arbres et la végétation, parce que si, par exemple, on veut une application de gestion du climat urbain, voir par exemple l'impact de la végétation sur la consommation, bien la performance énergétique du bâtiment, donc l'arbre ici vient comme un objet de référence qui est très important à coupler avec les bâtiments pour assurer les différentes simulations. Donc, généralement, en fonction des applications, différents objets urbains sont à considérer, mais avec des niveaux de détail différents pour essayer d'assurer les analyses et les simulations.
Pour les sources de données, donc comme j'ai dit, donc il y a différentes sources de données qui peuvent être utilisées pour construire un jumeau numérique. Donc les deux principales sources de données reconnues comme les plus utilisées pour construire les digital twins, c'est la photogrammétrie, donc une technologie qui est très ancienne mais qui est encore opérante dans beaucoup de domaines de la donnée géospatiale, donc que ce soit de la photogrammétrie terrestre quand il s'agit de faire des photos de bâtiments d'intérieur ou bien l'aéroporté, donc soit moyennant avion ou drone. Donc ça, c'est très, la photogrammétrie par exemple aérienne, donc il est très utilisé pour la construction de maquettes 3D urbaines. Il y a le LIDAR qui est une technologie très consommée, très utilisée dans la construction de maquettes urbaines, donc que ce soit dans terrestre ou aéroporté. Il y a également donc, tout ce qui est système low cost. Donc actuellement, il y a une grande tendance vers l'utilisation des systèmes low cost comme les caméras RGBD, les iPad Pro pour acquérir de la donnée 3D sur les bâtiments. Et évidemment, donc, il y a tout ce qui concerne la reconstruction 3D à partir des modèles K2Six. Donc ça, c'est de la réutilisation de la donnée qui existe. Comme source complémentaire, donc il y a tout ce qui est crowdsourcing, ce qu'on appelle la cartographie collaborative, comme par exemple OpenStreetMap et d'autres plateformes. Donc, sachant que ce sont des plateformes qui existent avec des niveaux de maturité différents en fonction des pays. Et tout ce qui est base de données cadastrales, données d'infrastructures, de données spatiales. Donc, il y a la partie acquisition, mais la partie aussi intégration de tout ce qui est données qui existent. Alors, quand on parle de l'acquisition, donc on est censé répondre aussi aux besoins de géoréférencement parce que ici, la donnée doit être intégrée. Donc, pour assurer une fusion-intégration des données, il faut qu'il y ait un référencement local à assurer au niveau des différentes données géospatiales. Et quand on parle de géoréférencement, c'est un concept qui peut être tranché au moment de l'acquisition. Donc, il y a des plateformes par exemple, qui permettent des scanners, des stations totales, par exemple, qui permettent d'assurer le géoréférencement au moment de l'acquisition. Comme ça, toute la donnée va être automatiquement géoréférencée, ce qui faciliterait l'intégration par la suite. Ou bien, c'est une opération qui est post-acquisition lorsque la donnée n'a pas été géoréférencée à la base. Et là, c'est l'exemple des maquettes BIM pour lesquelles donc, le référencement spatial n'est pas un prérequis pour l'industrie de la construction. Mais dès qu'on intègre la maquette, on veut l'intégrer pour des besoins de gestion dans un environnement, par exemple, des digital twins, là, il faut penser au géoréférencement post-acquisition. Donc, ça, c'est important à prendre en considération dans l'acquisition des données pour le digital twin. Alors, les sources sont multiples, mais également les plateformes. Donc, il y a toute une panoplie de systèmes terrestres ou aéroportés statique ou mobile, donc l'éventail donc il est très grand et ce sont des technologies qui diffèrent en termes d'échelle. Donc il y a des capteurs qui sont beaucoup plus adaptés donc à l'échelle urbaine quand on parle de la photogrammétrie aérienne par drone ou bien le lidar aéroporté. Donc ici on adresse une grande échelle d'acquisition à l'échelle de ville par exemple. Ou des scanners ou bien des capteurs qui sont beaucoup plus orientés vers l'intérieur des bâtiments, comme les caméras RGBD, comme les scanners mobiles, les SLAM et tout ce qui est, par exemple, le capteur laser, par exemple, pour l'acquisition des données en indoor. Il y a aussi également donc, tout ce qui est technologie MMS, la cartographie mobile qui permet aussi de scanner les différents quartiers de la ville et de construire de maquettes 3D urbaines. Donc là, les capteurs, ils changent en fonction des échelles, des précisions et aussi en termes de coûts. Parce que quand on parle de la technologie laser, par exemple, il y a le système terrestre, donc il reste une technologie coûteuse, mais en alternative, il y a beaucoup de systèmes qui se développent et les compagnies de développement de systèmes laser, ils essaient toujours de diversifier l'offre en termes de scanners pour répondre à deux besoins parce que pour la communauté géomatique, donc ici on est dans l'exigence de précision, ça c'est important, mais pour certaines utilisations, par exemple d'intérieur de bâtiments, on peut se contenter d'acquisitions, par exemple à faible précision qui permettent de construire de maquettes 3D parfois essentiellement pour des besoins de visualisation. Dans ces différents systèmes, les capteurs sont différents, ils sont de type LIDAR,
images ou bien des capteurs de géoréférencement, parce que sur les plateformes aéroportées ou bien mobiles, terrestres mobiles, on a besoin de capteurs GNSS pour assurer le géoréférencement, des stations inertielles et MU, pour permettre aussi d'assurer le calcul de la position de la vitesse de la plateforme et assurer un géoréférencement par la suite. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on choisit l'une ou l'autre de technologie ou parfois le couplage de technologies? Parce que, par exemple, la photogrammétrie, le LIDAR, donc ce sont deux technologies qui ne sont pas concurrentes, mais plutôt complémentaires. Et c'est le cahier de charge, en fait, qui va définir l'ensemble des technologies à mettre en jeu pour une certaine application. Donc, il faut regarder quelles sont les précisions requises, les échelles d'analyse, tout en pensant à la question de budget pour la construction de jumeaux numériques. C'est ça qui va permettre de définir les plateformes à utiliser. Alors, je vais un peu donc faire un petit focus sur les différentes sources potentielles qui est la photo et les nuages de points pour voir un peu leur potentiel dans la construction de jumeaux numériques. Maintenant, donc le LIDAR, comme vous le savez, c'est une technologie d'acquisition de la donnée 3D qui est largement utilisée. Le potentiel vient de la densité des données LIDAR, la précision et de la rapidité d'acquisition. C'est une technologie qui est très coûteuse lorsqu'on s'attache à la précision. On fait de l'acquisition terrestre, par exemple, mais comme j'ai dit, il y a des alternatives de coûts, de moindre coût, mais avec une précision donc, qui n'est pas comparable au scanner laser terrestre, qui reste la référence pour la qualité et la précision géométrique des maquettes. Donc, le nuage de points, il est porteur de beaucoup d'informations de position XY, d'informations de couleur, d'intensité, de classe, parce qu'avec les traitements qu'on peut faire des nuages de points, donc on peut associer des classes sémantiques aux nuages, on peut faire des simulations et insérer des labels et des indicateurs, comme ça, donc le nuage de points sémantisé, il est porteur d'une information qui est très importante pour les digital tools. Mais le défi pour le nuage de points, c'est les coûts d'acquisition, c'est la lourdeur des traitements parce que les données sont très massives lorsqu'on fait l'acquisition à l'échelle d'une ville. Ce sont des données qui non structurées et redondantes et pour lesquelles il faut développer des approches de segmentation sémantique. Donc, il y a beaucoup de recherches actuellement qui adressent cette thématique de segmentation sémantique à l'échelle urbaine à partir de LIDAR aéroportés ou terrestres et pour lesquels il y a encore des défis dans les approches de segmentation qui sont actuellement tendent vers l'utilisation de tout ce qui est deep learning. Alors, pour le nuage de points, donc, il y a tout un processus classique de workflow qu'on adopte pour la réalisation, par exemple, de maquettes à partir de nuages de points. Donc, il y a tout ce qui est consolidation, c'est le recalage relatif entre plusieurs nuages, parce que quand on fait de l'acquisition, elle est multistation. Il y a un référencement direct ou indirect en fonction des scanners. Les données donc acquises doivent suivre un pré-traitement comme la réduction des bruits. Donc, ce sont des données qui sont bruitées pour lesquelles il faut appliquer des logiciels de réduction de bruit. De rééchelonnage aussi, c'est important pour réduire un peu le volume de la donnée massive. Et par la suite, donc, il faut faire rentrer les nuages de points dans des approches, des méthodes de segmentation, classification, qui permettent de se baser sur des algorithmes de reconnaissance de formes géométriques. Donc, il y a toute une classification d'approches de segmentation de nuages et une grande utilisation actuellement de tout ce qui est deep learning. À côté de tout ce qui est segmentation, traitement, il y a la notion de fusion des données nuages qui est très importante parce que donc, on est dans des applications où on a intérêt à avoir le nuage terrestre, par exemple, pour une précision géométrique, par exemple, pour les bâtiments, et des nuages LIDAR aéroportés, donc à l'échelle de la ville. Et là, donc, la fusion et le recalage du nuage, c'est une thématique qui est très importante. Et aussi la fusion nuage-image. Donc, comme j'ai dit, ce sont deux technologies qui sont complémentaires et les différentes approches tendent actuellement vers la fusion entre les nuages et les images pour la construction de maquettes urbaines. Alors, à partir de nuages de points, donc il y a
les aspects modélisation qui s'appliquent à l'échelle du bâtiment, et c'est là où on fait recours au scan to BIM, donc tout ce qui est nuage à la maquette, ou bien à une modélisation SIM à l'échelle de la ville. Donc, loin d'être automatique, ces processus restent pour certains, donc pour la plupart, donc essentiellement manuels, mais il y a donc des approches qui tendent vers l'automatisation de la création de maquettes BIM ou SIM à partir de nuages de poids. Alors, pour la photogrammétrie, donc, il fournit donc une technologie très importante pour les jumeaux numériques. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes puissants qui se sont développés dans la photogrammétrie numérique qui permettent de reconstruire des scènes 3D par corrélation d'image. Donc, il y a tout ce qui est algorithme Sift Surf, donc le SVM, Structure from Motion. Ce sont des algorithmes très puissants qui permettent de la corrélation des images en se basant sur des descripteurs de forme et d'image. Et il y a aussi l'aspect génération de nuages de points à partir des images, qui est aussi une bonne alternative au LIDAR, qui est de moindre coût et permet de répondre à beaucoup de traitements de maquettes urbaines. Alors, dans la photogrammétrie, donc l'imagerie drone, il a apporté un nouveau élan à la réalisation de maquettes urbaines grâce au coût abordable et de l'acquisition à basse altitude qui permet de faire des acquisitions multiples, donc d'assurer une certaine répétitivité et un monitoring, par exemple, du changement de la dynamique urbaine. Donc, la photogrammétrie, donc tout ce qui est développement, donc c'est exploité au niveau du jumeau numérique pour la réalisation de tout ce qui est, par exemple, maquette urbaine. Donc, il y a tout un workflow qui puis un peu de réalisation des avancées qui sont faites au niveau de traitement des images, donc tout ce qui est acquisition, préparation, production. Donc, on fait appel aux approches utilisées en photogrammétrie numérique, mais avec une gestion massive des données, donc il suppose qu'il faut assurer un certain tuilage et la génération des modèles, des mesh modèles qui assurent une précision géométrique, qui portent des challenges de stockage de la donnée, mais qui sont une vocation très importante pour la construction de maquettes précises. Avec les images aussi, donc on a des algorithmes, des approches de classification d'images qui s'appliquent à l'échelle urbaine et qui permettent aussi de construire des maquettes 3D et la photomodélisation dans le contexte. Donc, c'est à la différence des nuages qui construit de la donnée à partir d'un ensemble de points denses. Donc ici, on est dans un processus de photomodélisation pour essayer de reconstruire en 3D une scène par corrélation d'images prises de points de vue différents. Alors, pour les systèmes low-cost dont j'ai cité tout à l'heure, donc il y a une très grande tendance actuelle à l'utilisation des images RGBD pour la construction de scènes urbaines. De scènes de bâtiments, pardon, mais ici, lorsqu'on s'intéresse à la modélisation en indoor des bâtiments, donc ce sont des caméras, donc dans la plus populaire, donc celles de Microsoft, notamment la version Kinect Azure, qui permet de stocker des vidéos de scènes et moyennant un pipeline de générer des nuages de points. Et c'est un créneau qui est très important, qui ouvre la porte à un axe de recherche prometteur, parce qu'il y a beaucoup par exemple, de recherches qui travailler sur la segmentation et la génération de maquettes BIM à partir des caméras RGBD. Ce qui motive, c'est le prix abordable. Bien sûr, la précision n'est pas comparable au scanner terrestre lorsqu'on parle d'acquisition de maquettes de bâtiments, mais les recherches, ils ont démontré que les maquettes générées donc, offrent une bonne précision qui peut être exploitée pour beaucoup d'applications. Et là, donc, je vous renvoie à deux de nos dernières publications sur l'utilisation des images Kinect Azure pour la reconstruction de scènes 3D de bâtiments. Donc, un travail de premier... donc, il y a un travail qui a... donc, la deuxième publication, donc, il a essayé d'établir une
une expérimentation sur le protocole d'acquisition à faire pour acquérir de la donnée segmentée et modéliser une scène de bâtiment. Donc, différentes scènes ont été considérées. Et la première, donc, il adresse le côté reconstruction de bâtiments et étude de performance de la caméra Kinect Azure. Donc, ça, c'est un aspect de recherche qui est très important ici, qui intéresse une bonne communauté de chercheurs. Alors, j'arrive maintenant donc au standard 3D. Donc, ça, c'est une question importante parce que le jumeau numérique, il est censé être interopérable et assurer une connexion entre les différentes composantes et aussi assurer la gestion statique et dynamique. Et là, donc, il y a toute une panoplie de standards qui existent au niveau urbain. Donc, principalement, je citerai CityGML, qui est un standard connu pour la modélisation SIM à l'échelle urbaine, avec son encodage CityJSON, qui est une très bonne alternative maintenant qui répond aux contraintes de lourdeur de l'XML pour proposer une nomenclature, un encodage très léger. Il y a l'IFC, qui est un standard traité à l'échelle du bâtiment, et il y a également donc, tout ce qui est Sensor Things API, donc un standard OGC pour la gestion des données dynamiques du bâtiment. Bien sûr, il y a d'autres standards, Indoor GML pour tout ce qui est mapping indoor du bâtiment, l'IndexML, etc. Mais donc, je préférerais mettre le focus sur les 3 ou 4 premiers standards qui sont les plus utilisés dans la construction de jumeaux numériques. Alors, si on parle CityGML, comme vous savez, donc c'est un standard qui est développé pour la modélisation et l'échange des modèles urbains. Donc, la première version a vu le jour en 2008. Le standard, il est actuellement à sa version 3. C'est une version qui a apporté beaucoup de nouveautés qui sont en faveur du développement du jumeau numérique parce que les versions précédentes, donc, ils ont proposé une structure qui est beaucoup plus axée sur le modèle urbain. Mais maintenant, avec la version 3, il y a beaucoup de concepts qui sont développés, la notion d'espace qui est très importante, qui existe dans le standard du BIM, mais qui a été implémentée dans la nouvelle version de CityGML, qui fait la différenciation entre espace physique et logique, sachant que l'espace physique doit être entiré par des limites des frontières physiques, mais que l'espace logique, c'est un aspect qui est très sémantique. Par exemple, lorsqu'on veut faire étudier la performance ou bien l'analyse thermique d'un bâtiment, tout ce qui est, par exemple, le zoning thermique de bâtiment, c'est un espace logique. Pour les cas de cadastre, par exemple 3D, tout ce qui est unité de propriété qui concerne les parties, par exemple, privées d'un bâtiment, c'est une unité, c'est un espace logique. Et ça, c'est important dans le sens où il va permettre de réduire le gap avec tout ce qui est BIM et tout ce qui est modèle urbain. Donc ça, c'est une nouveauté très importante dans le concept de CityGML. Il y a aussi la notion d'espace occupé, non occupé. Donc c'est un concept qui a été introduit, qui un peu se base sur le concept d'occupation d'espace adopté dans le domaine de la robotique, mais il y a toute une introduction de concepts qui trouvent place aussi dans la gestion de bâtiments. Certains modules, ils ont été révisés comme le module Building, Generics, Core Transportation, etc. Mais ce qui est important dans la version 3, qu'il y a des modules qui traitent l'aspect dynamique du modèle urbain, notamment donc, il y a le Dynamizer, le versionning et le point cloud. Donc, je passerai donc ça en revue ces différents concepts dynamiques. Alors, dans la version 3 du CityGML, le module versionning permet de prendre en charge l'historique de changement de bâtiment. Et ça, quand on parle de l'historique, donc les données historiques font des composantes importantes pour le Digital Twin dans le sens où ils vont permettre de voir l'évolution de l'aspect fonctionnel du bâtiment et aussi de l'aspect géométrique. Donc, comme vous voyez sur la figure, il y a moyen de suivre le changement de l'état du bâtiment, de sa fonction, donc ses aspects sémantiques, et aussi tout ce qui est information concernant l'évolution, l'aspect dynamique. Donc ça, c'est important. Pour les Dynamism, c'est un module qui est il y a beaucoup d'intérêt dans l'intégration des aspects dynamiques de la ville. Donc ça, c'est un module qui va être donc très exploité pour intégrer les capteurs, les données dynamiques dans les bâtiments, mais qui suppose qu'il y ait une intégration standardisée parce que quand on parle de capteurs, il faut donc qu'il y ait donc différents liens avec les capteurs et qu'à travers le modèle urbain, qu'on puisse lancer des requêtes. Donc ça, c'est un module très important à prendre en charge dans le concept du Digital Twin.
Dans les standards, il y a, donc CityGML, il y a l'aspect niveau de détail qui est très important. Dans la version 2, par exemple, donc il y avait 5 niveaux de détail qui ont été développés pour le bâtiment, allant du LOD0 qui concerne l'empreinte du bâtiment jusqu'au niveau 4 qui modélise l'intérieur du bâtiment. Et chaque fois qu'on évolue dans le niveau de détail, donc on s'approche vraiment de la réalité du bâtiment et donc ça permet de raffiner la représentation, d'assurer une bonne granularité de l'information. Alors ce concept, il a été révisé dans la version 3. Il y a donc la figure de droite qui représente un peu la nouvelle notion de concept de niveau de détail. Vous voyez que le niveau de détail 4, il a été supprimé, seuls les niveaux de 0 à 3 ont été maintenus, mais en intégrant l'aspect intérieur des bâtiments dans tous les niveaux. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va permettre de réduire le gap entre le modèle urbain et le BIM. Donc, la notion d'intérieur de bâtiment y a été donc intégrée dans les différents LOD et les représentations, donc dans chaque niveau de détail, donc il y a l'aspect représentation qui est beaucoup plus raffiné parce qu'il y avait une certaine redondance dans la définition du niveau de détail dans les versions précédentes du CityGML, mais ici, donc ils ont été migrés toutes vers le modèle core du standard et que les représentations d'intérieur sont reproduites dans le module built-in aux constructions de CityGML. Donc cette innovation dans la notion de niveau de détail permet aussi de rapprocher donc tout ce qui est BIM et Digital Twin. Dans le module transport aussi, donc la version a apporté du nouveau par rapport à la notion de niveau de détail. Donc ici pour la route, donc il y a 3 niveaux de détail. Donc ça part de la chaussée vers les différents espaces, par exemple tout ce qui est traffic space, traffic area, clearance space. Donc ça permet de prendre en charge une certaine sémantique pour le module transport, donc beaucoup plus développé que dans les versions précédentes, et ça impose une nouvelle sémantique pour la gestion des routes. Donc, sachant que le module transport, il a été également mis à jour. Alors, pour ce qui est implémentation, CityGML, il est pris en charge dans beaucoup de plateformes, notamment la TID City Database, qui est une base de données open source pour la gestion des modèles 3D basés CityGML. Donc, c'est une implémentation qui a été proposée pour PostgreSQL, qui est un SCGBD gratuit, et pour Oracle, et ça permet d'implémenter d'une manière automatique donc les modèles 3D urbains, sachant qu'ici, donc, il faut essayer maintenant dans le volet de recherche, de connecter avec ces bases de données dans tout ce qui est capteur IoT et données dynamiques. Et là, donc, la connexion avec CityGML et les autres capteurs. Donc, ça, c'est un aspect de recherche qui se développe pour assurer cette connexion statique et exploiter la version Dynamizer de CityGML. Alors, pour CityJSON, donc, c'est un standard de l'OGC qui a été publié en 2021, donc il est à la version 1.1.2 donc actuellement, et c'est un encodage qui fait une bonne alternative pour CityGML, donc mieux que l'XML, parce que donc c'est là une facilité de lecture et les développements très importantes. Donc ça, il y a moyen d'optimiser et d'assurer une bonne gestion des modèles urbains grâce à l'encodage JavaScript Object Notation, qui est un encodage, comme j'ai dit, très optimisé pour la lecture et pour le développement d'applications urbaines. Il y a beaucoup d'extensions qui se développent autour du standard de CityJSON. Alors, pour l'IFC, donc, je vais donc essayer de passer rapidement parce que l'intérêt de l'IFC, donc comme ça a été déjà avancé par mon collègue Thierry, c'est un standard de l'industrie de la construction, donc développé par Building Smart, mais qui vise à standardiser l'échange et la modélisation des données géométriques et non géométriques sur le bâtiment. Donc, il prend en charge la modélisation
des aspects géométriques, mais également tout ce qui est fonctionnel, moyennant un enrichissement de propriétés. Donc, c'est un standard qui prend beaucoup en charge la richesse sémantique à l'échelle du bâtiment, mais les relations intelligentes entre les objets. Donc, IFC, comme vous savez, le BIM, il se base sur une modélisation orientée objet qui fait que les relations entre les éléments doivent être assurées pour assurer une gestion intelligente de la maquette. Donc, c'est un standard qui est beaucoup plus orienté bâtiment. Donc, dans son arborescence spatiale, donc, il y a une structuration selon le projet, le site de bâtiment, mais dans lequel le bâtiment il est structuré en différents niveaux, espaces et éléments. Alors, ce qu'ajoute par rapport au domaine du SIG et du SIM, c'est la notion d'élément dans la maquette qui est un élément, une entité importante. Donc, chaque élément de la maquette, il a une fonction. Et bien sûr, la notion d'espace qui fait un peu le lien avec la notion d'espace qui est nouvellement introduite dans la notion de CityGML. Alors, le niveau de détail aussi dans IFC, il y a une structuration qui part du niveau de développement, donc le niveau de développement de la maquette, le niveau d'information, mais en fait, il est beaucoup plus clair dans CityGML que dans l'IFC parce qu'ici, il y a une certaine ambiguïté sur le niveau de développement pour une maquette IFC qui dépend en fait de niveau, donc de cycle de vie de bâtiment. Pour une certaine phase de données, pour une simulation du bâtiment, il y a un certain nombre, une représentation géométrique à assurer avec un certain niveau d'information. Et comme vous voyez, donc il y a une classification de LOD 100 à 500 qui évolue avec le cycle de vie de bâtiment. Et lorsqu'on atteint le niveau tel que construit du bâtiment, donc on a le LOD 500 qui est établi. Alors, dans cette nomenclature niveau de détail au niveau du BIM, donc la confusion qu'il peut y avoir et l'absence d'une définition claire de ce qu'est le niveau de détail pour le BIM a permis d'introduire un nouveau concept qui est le niveau d'information requis, ce qu'on appelle Level of Information Need, qui fait l'objet du standard ISO 19650. Alors, l'objectif de ce standard est de venir avec l'idée que le niveau d'information, le niveau de développement, c'est celui requis par l'utilisateur à une certaine étape du projet. Donc, comme ça, on exige que les informations requises pour éviter qu'il y ait une surproduction ou bien une sous-production de la donnée. Donc, ça permet un peu d'optimiser la notion de niveau de détail et de définir ça dans une charte. Quelles sont les informations requises de niveau de développement à une certaine phase de projet, donc pour laisser un peu le concept d'informations requises un peu ouvert. Alors, quand on parle de standard IFC CityGML, et là, j'évoquerai la notion de jeu BIM, qui est la convergence BIM ici. Ici, dans le Digital Twin, on est censé connecter les demandes BIM et SIG à travers les deux standards. Et là, donc, une interopérabilité est requise pour assurer une fusion des données. C'est déjà une thématique qui fait beaucoup de matière de recherche, qui depuis des années pose encore des défis d'intégration des demandes. Il y a beaucoup de groupes de travaux, notamment le projet, donc l'équipe GeoBIM qui est donc sous l'EuroSDR, donc l'organisation EuroSDR, qui travaille activement sur l'interopérabilité IFC-GTML, CityGML, qui a développé beaucoup d'algorithmes de traduction de format. Il y a également donc des groupes de recherche conjoints, donc l'IDBE, Integrated Digital Built Environment, entre l'OGC et Buildesmart, qui essaie de trouver des solutions à l'interopérabilité des demandes. Donc ça, c'est en faveur de la thématique, c'est un prérequis pour les jumeaux numériques urbains et c'est une thématique qui est très ancienne, qui continue à faire matière de recherche. Donc c'est un challenge pour le jumeau numérique d'assurer cette interopérabilité IFC CityGML. Finalement, donc j'évoquerai, sans aller vraiment dans les détails, donc le Census Think API, c'est un standard de l'OGC qui est développé pour assurer l'intégration des données dynamiques dans les modèles urbains. Donc, c'est un modèle générique qui est actuellement à sa version 1.1 qui propose une structuration et une connexion des différentes plateformes de capteurs pour assurer donc une intégration ontologique vu que les capteurs peuvent être de différents types selon des protocoles différents. Donc, ça, c'est un standard qui est très important à considérer dans les jumeaux numériques urbains.
Alors, j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps dans ma présentation. Alors, pour conclure, je reviendrai pour dire que le concept de jumeaux numériques, c'est un concept qui évoque encore, donc pour lequel il n'y a pas encore de consensus sur la définition. Il y a des définitions du jumeau numérique en tant que représentation dynamique prédictive de l'environnement réel, mais il y a beaucoup d'incompréhension et d'ambiguïté par rapport aux relations avec le CIM et les modèles urbains. C'est une thématique d'actualité, mais qui pose beaucoup de défis conceptuels et techniques, donc notamment le coût d'acquisition des données, le traitement des données massives, ça c'est important, beaucoup plus que le cas des modèles de ville, la mise à jour et la maintenance, parce que sans mise à jour et maintenance, on ne peut pas parler de l'aspect dynamique. Et le grand challenge, c'est que les données à intégrer dans les jumeaux numériques, ce sont des données hétérogènes, de différents formats qui sont multitemporels et multi-échelles. Il faut trouver une infrastructure technologique pour prendre en charge tout ça. Les données sont également de différents schémas. Et là, l'interopérabilité, c'est une question qui est pérenne, même qui prend aussi de l'ampleur avec les jumeaux numériques. Les différentes qualités de la donnée, parce que dans un digital twin, on peut intégrer des données de différents niveaux de détail, en fonction du besoin pour un peu réduire les coûts liés à la production de maquettes 3D géométriquement précises. Et bien sûr, donc, il faut trouver une solution à l'interopérabilité format et standard qui existe déjà pour développer des standards pour le digital twin ou chercher une connexion avec les standards existants. Et là, donc, les jumeaux numériques héritent également la question d'interopérabilité et de la convergence des données BIM et SIG pour permettre d'intégrer tout ce qui est BIM et SIM dans le jumeau numérique. C'est ainsi que prend fin ma présentation. Donc, j'espère que j'ai été claire sur les différents aspects et je vous remercie pour votre attention. Et je suis là, donc, s'il y a des questions à évoquer par rapport aux points traités dans la présentation. Je vous remercie. Un grand merci, Rafika, pour cette excellente présentation, là, puis, qui a amené plein de détails par rapport à des petites graines que j'avais semées dans la mienne. Donc, ça, c'était parfait. On aurait du temps, on a débordé un petit peu sur l'horaire. J'aurais peut-être le temps pour une ou deux petites questions. Je vois Ahmed Rezek qui a la main levée. Tu ouvres ton micro et poses ta question. Oui, vas-y. Oui, bonjour à vous. Donc, je vous félicite, Rafika, pour cette présentation très intéressante et très riche. Donc, je me présente, Ahmed Rezek, doctorant à l'Université Laval avec Monsieur Stéphane Roche. Je travaille sur ce qui est le rôle des SIG basés sur le lieu dans l'engagement citoyen par rapport à la mise en œuvre de mesures d'adaptation au changement climatique. Donc, j'ai une petite question qui n'est pas autant pointue à votre sujet, mais qui est en lien avec le sujet de tout ce qui est représentation du monde urbain ou la réalité urbaine numériquement. Donc, la question y est orientée, vous pouvez aussi vous pouvez aussi répondre à mes questions ou même les chers collègues qui sont présents actuellement. Donc, votre future réponse, bien sûr, m'aidera dans la suite de mon projet de recherche, donc au sujet du sens du lieu urbain et tout ce qui est la relation subjective entre les individus et par conséquent les communautés urbaines avec les lieux urbains. Donc, ma question est la suivante. Existe-t-il une solution ou une technique parmi les concepts que vous veniez d'illustrer, notamment les jumeaux numériques ou autres, donc qui sera capable de présenter numériquement ou cartographiquement cette relation individu-lieu à travers les données collectées à travers des entretiens ou enquêtes cartographiques ou autres, qui sont caractérisés par leur aspect subjectif et sémantique. Donc, ou sinon, des pistes de réflexion pour penser à cette question-là. Je vous remercie beaucoup. Merci pour la question. Je veux juste m'assurer que j'ai bien assimilé la question. Donc, si j'ai bien compris, vous vous intéressez à la relation, donc la question qu'a évoquée Thierry sur la place de l'humain dans le digital twin, c'est ça?
Oui, mais désolé, j'étais absent, donc je viens, enfin, je suis venu directement à votre présentation, donc je n'étais pas présent. Là, c'est pour ça peut-être j'ai loupé quelques informations là, mais quand même peut-être je trouverai une réponse dans votre présentation. En fait, bon, ça n'a pas été traité, mais en fait, c'est une question qui a été évoquée sur la composante humaine du Digital Twin. Effectivement, donc quand on parle, ce qui fait penser à la question, c'est que lorsqu'on veut penser des villes intelligentes, durables, par exemple, et quand on parle, par exemple, du concept de Smart City, il y a le citoyen qui est au cœur du concept, d'accord? Donc, la communauté, il a un rôle à jouer dans la visualisation, donc l'aspect visualisation, et aussi dans la production de la donnée. Donc, je peux dire que déjà, l'aspect communauté, sa relation avec Digital Twin, c'est de la documentation de la donnée. Donc, ça, c'est important. L'accès à la donnée aussi, c'est important, donc à travers tout ce qui est open data, donc parce que dans les jumeaux numériques, les données doivent être ouvertes, accessibles pour que le citoyen lambda puisse avoir donc une main sur l'accès à la donnée, pouvoir la simuler, etc. Et avoir aussi la main pour produire de la donnée. Je pense que sous ces deux dimensions, donc on peut déjà établir ce lien entre le citoyen et le modèle numérique urbain. Je ne sais pas si c'est cet aspect-là qui... Oui, c'est ça, mais juste, je vais juste éclaircir un petit peu, parce que le défi que rencontre en ce moment, c'est bien l'aspect de cette donnée collectée qui est vraiment sémantique, qui est subjective, qui n'est pas une donnée, par exemple, avec des coordonnées X, Y, Z. Donc, vraiment, c'est un défi. Comment puis-je la représenter? C'est sûr, cartographiquement, pour illustrer des enjeux urbains, mettons par exemple l'adaptation au changement climatique, par exemple. C'est ça le truc. Mais oui, je vous remercie aussi pour votre réponse. Donc, c'est sûr, ça m'a donné aussi des pistes de réflexion. Puis, je vois ici que les enregistrements seront disponibles. Peut-être je vais retourner à la présentation du Thierry aussi. Peut-être je vais trouver des réponses à ma question. C'est parfait. On va garder juste une petite question. J'espère qu'elle est rapide pour Gizoa Anderson. Oui, merci beaucoup. Elle est très rapide. Ben, je me présente, je suis Gizoa et docteur en géographie urbaine. Présentement, je suis au Centre de géométrie du Québec. Alors, j'ai une question très rapide sur le CityGML. Est-ce que c'est possible de prendre en compte les servitudes de voix? Les servitudes de voix. Les voix. Oui, les servitudes de voix en question. Les servitudes, les accotements, est-ce que ça prend en compte les servitudes, les accotements? Donc, en fait, dans le module transport de CityGML, donc, il y a une certaine hiérarchie sémantique du concept. Donc, ce que j'ai présenté, donc j'ai illustré avec un cas, par exemple, de route, mais ça permet de prendre en charge donc tout ce qui est infrastructure de route. Par exemple, donc il y a la partie voie, la partie, les extensions de la voie, les parties de dégagement, par exemple. Donc, il y a une certaine sémantisation. C'est clair que le niveau de détail, par exemple, le sémantique dans le bâtiment, il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus clair, mais quand même avec la version 3, donc il y a une certaine richesse dans l'aspect sémantique, parce qu'ici, on parle beaucoup plus de l'infrastructure d'une voie que de la voie, juste de la voie qui est dessinée pour la circulation. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, ça veut dire prendre en charge les différents aspects de l'infrastructure de la route dans le modèle CityGML. Oui, OK. Ouais, c'était ça. Merci.